Monsieur le maire, grand honneur aujourd'hui de recevoir de telles vedettes. Vous pensez bien. C'est quand même pour Bondu un grand moment, ça, on dit, hein, vous trouvez pas? Alors c'est combien d'éditions? C'est la 18e. 18e édition. Et puis c'est de plus en plus professionnel et avec, c'est vrai, des auteurs qui viennent, je pense, avec plaisir, j'en suis même certain. C'est devenu un événement, en tous les cas, régional. Est-ce que vous n'avez pas fait une émission de télévision avec tous les artistes et les auteurs que vous avez aujourd'hui? Une émission de télévision, c'est M. Zimmermann qui est le grand coordonnateur de ce beau salon qui est allé, qui passe à la télévision tout à son honneur, parce que vraiment c'est un travail d'1 an de préparer ce grand événement. Pierre. Qui parle de télévision, faire un événement comme celui-là. Monsieur le maire, qui parle de télévision dit aujourd'hui que vous avez beaucoup de présentateurs de télé. Bien évidemment, on va essayer d'être à la hauteur. Représentant le président du conseil régional, cher Éric Durand, maire de Mouveau, Madame la conseillère départementale, représentant Monsieur le directeur, Monsieur le président du conseil départemental, chère Isabelle Frémaux, Madame la conseillère métropolitaine, représentant le président de la communauté urbaine, chère Sophie, Monsieur le maire honoraire, Mesdames et Messieurs les élus en vos titres et qualités, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur du Centre régional des lettres et du livre, Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les présidents ou directeurs de nos sociétés partenaires, Mesdames et Messieurs les auteurs, illustrateurs ou éditeurs, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à notre rendez-vous annuel des amoureux du livre et de la littérature de l'Eurorégion. Merci de votre présence, qui pour nous est un encouragement à poursuivre notre engagement au service du rayonnement de la littérature par la mise en valeur des auteurs, illustrateurs et éditeurs régionaux, mais aussi par l'opportunité de rencontres, de témoins de notre temps et de créateurs de rêves de notoriété nationale ou internationale. Que toutes celles et tous ceux, écrivains, illustrateurs, éditeurs, libraires, promoteurs ou artisans du livre, qui ont accepté de répondre favorablement à notre invitation, soient ici chaleureusement remerciés. Un merci particulier à notre invité d'honneur, Patrick de Carolis, à Cassandra O'Donnell, marraine de notre concours littéraire des collèges, et à Michel Quin, parrain de notre salon. C'est parce qu'elle est une source inépuisable d'enrichissement mutuel, d'expériences sensibles et de plaisir, et parce qu'elle permet que l'humanité soit plus savante, plus performante, plus apaisante, plus attentive aux autres, parce qu'elle est intrinsèquement liée à nos capacités orales, qu'il nous semble indispensable de favoriser la lecture, notamment auprès des plus jeunes. Nous sommes d'ailleurs ravis que chaque année, de nombreuses écoles et collèges se mobilisent avec nous en prélude du temps de les protéger. Nous sommes soucieux, enfin, de promouvoir une littérature qui marie l'idéal d'émancipation de l'humanisme et des Lumières, la transmission d'un savoir universel et l'affirmation des valeurs civilisationnelles. Une littérature qui témoigne, interpelle, transcende ou incline à l'espérance et au rêve. Une littérature qui examine la nuance face à un manichéisme sommaire souvent dominateur. C'est dans ces dessins que nous proposons en ces lieux une errance au milieu des livres, une sorte de rite initiatique culturel, ouvrant l'esprit aux rêveries éveillées et au plaisir du savoir. Comme je le dis souvent, la lecture est une dimension intime et une dimension partagée. C'est aussi ce partage que nous souhaitons favoriser ici. Merci à celles et à ceux qui ont œuvré à la réussite de ce salon, le comité de pilotage et les différents services municipaux. Merci à nos sociétés partenaires, aux collectivités territoriales, Métropole européenne de Lille et Conseil départemental, au Conseil de l'Europe et à l'Organisation internationale de la francophonie. Merci aux étudiants de l'IUT de Tourcoing Lille 3 et aux bénévoles qui, durant 7 jours, nous apportent leur concours. Le livre, œuvre de la pensée conçue par un auteur, n'existe que par ses lecteurs, qui doivent nécessairement construire leur lecture, interprétant, comparant, évaluant et jaugeant chaque page à sa relation avec les salons littéraires. J'espère que vous céderez, et tous nos visiteurs aussi, à l'agrément irrépressible que procure la tenue d'un livre en main et que vous goûterez, au fil des pages,
les mots avec gourmandise. Comme chaque année, je vous souhaite de trouver chacune et chacun l'auteur et le livre qui sauront vous émouvoir, vous distraire ou vous instruire. Bonne visite à toutes et à tous. Post-scriptum. C'est un livre à lui tout seul, notre Pierre. Vous êtes d'accord, hein? Et passez derrière lui. Quelle belle journée. Nous allons passer de très belles journées ensemble. Grâce à toi, Pierre. À toute l'équipe de bénévoles, dont une partie est ici, puis d'autres travaillent, du personnel municipal. C'est un an de travail. Un an de travail pour cette belle équipe. Mobilisés autour de lui, ils sont devenus des experts depuis toutes ces années, pour d'une année sur l'autre offrir un événement désormais vraiment attendu. Voilà, le Salon du Livre de Bondu est devenu l'un de ces grands événements culturels dont nous avons bien besoin. Pour offrir, ça sera plus de 10 000 visiteurs qui viendront ce week-end nous rejoindre. C'est l'un des événements qui fait rayonner notre métropole et notre région. J'en profite pour passer un petit message à nos représentants des collectivités territoriales, en particulier à Sophie Rocher, qui va bientôt présider une commission culture de la métropole européenne de Lille, et qui, j'en suis sûr, chère Sophie, elle est là-bas, mettra le paquet pour que notre salon du livre soit reconnu comme l'un de ces grands événements du rayonnement. Ils sont accompagnés, alors là c'est merveilleux, portés par celles et ceux qui les ont conçus, qui les ont créés, les auteurs qui nous font l'honneur aujourd'hui de leur visite. Que demandez tous? Nous sommes simplement heureux. Bon salon à tous. Mesdames et messieurs les conseillers, monsieur le maire, messieurs et mesdames les éditeurs et les auteurs, c'est un grand honneur pour moi que d'ouvrir ce salon pour la première et malheureusement la dernière fois, donc avec émotion. Pour moi, lire, c'est le moyen de vivre plusieurs fois. Bien sûr, en tant qu'inspectrice, je vous dirais que lire développe des apprentissages, développe des curiosités, permet d'apprendre. Mais avant de lire, il faut apprendre à lire. Et ça, c'est pas forcément un parcours simple. C'est un parcours très long. Pourtant, l'illettrisme existe encore en France parce que 7% de la population ne maîtrise pas la lecture, tout simplement parce que ces personnes-là ne lisent pas. Et donc, le cerveau de l'enfant qui lit est un cerveau actif. Lire, c'est comprendre. Face à un enfant, face à son écran, l'enfant subit des images, il est passif. Lire permet d'imaginer, de comprendre des intentions, de s'approprier des décors, des personnages, de l'implicite. Lire développe la patience. C'est un processus mental qui fait persévérance et détermination. La concentration dans l'acte de livre est toujours active. Et la valeur de la lecture n'attend pas le nombre des années. Chers amis du livre tout court, c'est toujours pour moi un plaisir très particulier de me trouver ici dans votre bonne ville, cher monsieur Lebar, et spécialement à l'occasion de ce salon du livre, auquel je suis très fier que notre centre régional des lettres et du livre soit associé étroitement, puisque nous opérons en tant qu'agence du livre sous le double parrainage de notre grande région, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et sous celui, bien sûr, du ministère de la Culture, par l'intermédiaire de notre direction régionale des affaires culturelles, la DRAC Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ce salon du livre de Bondu, je l'ai vu grandir aussi bien quantitativement que qualitativement au fil de ces éditions successives, toujours plus intelligemment conçues, plus chaleureusement conviviales et organisées, et plus abondamment fréquentées. Cela, je crois que c'est le point clé. Donc, plus magnifiquement réussi chaque année, on doit le dire. Et en me retournant un peu dans le passé, je mesure tout le chemin qui a été parcouru depuis les premières années où, à l'époque, aux côtés du stand des amis de Vandermerch, nous mesurions avec Thérèse Bon, sa présidente, pour qui j'ai une pensée spéciale aujourd'hui, eh bien, à la fois les promesses de cette jeune manifestation, et nous nous disions qu'effectivement elle était promise,
cette manifestation du Salon du Livre de Montluc à devenir l'un des événements effectivement majeurs du livre. Et je crois pouvoir dire maintenant que depuis le poste d'observation et, si vous le permettez, d'expertise du livre que nous occupons avec Léon Zalcagnan, directeur du Centre régional des lettres et du livre, eh bien, nous pouvons affirmer que c'est l'une des manifestations effectivement les plus importantes et les plus réussies, non seulement bien évidemment de la métropole européenne de Lille, mais Pierre Zimmermann l'a dit, de l'Eurorégion, y compris sur un plan. On tombait vendredi dernier sur Le Monde des Livres sur une chronique un petit peu condescendante, comme souvent, pour présenter, donc c'était le Monde des Livres du vendredi 4 mars, avec une chronique intitulée dans Le Monde des Livres, tenez-vous bien, usine fermée, pluriel, cadavre, pluriel, terrain vague, une virée dans le Nord. Voilà quel était le titre de cette chronique qui présentait, depuis Paris bien évidemment, un roman policier d'Emmanuel Grand, très bon auteur, et d'ailleurs primé, je crois, par le Salon Polar de Lens, mais dont j'aurais préféré bien évidemment qu'il fût édité ailleurs qu'à Paris, et que la chroniqueuse aussi n'en parle pas de cette façon-là à propos de notre région. Non, notre région n'est pas, comme cela a été écrit, qu'une jachère littéraire. Non, elle n'intéresse pas que des écrivains soucieux de pensée sociale et d'engagement social. Ce n'est pas une friche littéraire. Et je crois que la diversité, la richesse des auteurs ici présents, des éditeurs et des libraires, les talents de ces éditeurs, l'enthousiasme de ces libraires font de notre grande région un exemple en la Je vous invite, à la suite de Monsieur le maire, de prendre le pot de la... Josina Godelet, bonjour. Pouvez-vous nous parler d'un roman qui s'appelle Journal de bord d'une détenue? Pour moi, c'est pas vraiment un roman, c'est ma vie personnelle. En fait, c'est 3 mois de ma vie où j'ai été incarcérée, où j'avais besoin de raconter ce que j'ai vécu là-bas. Alors pourquoi vous avez été incarcérée? Pour faux usage de faux. En fait, j'ai trompé mon nom pour pouvoir plus être en Banque de France et avoir des moyens de paiement que je n'avais plus. Dans quel but? De pouvoir nourrir ma famille, honorer mes créanciers, les huissiers. Donc vous avez été possédé, on peut le dire, le mot, possédé par cette obsession de pouvoir rendre des services et surtout à votre mari? Oui, bien sûr. Et pouvoir nourrir mes enfants. Alors comment ça s'est passé cette incarcération? Pas très bien, parce que le jour où j'ai été incarcérée, en fait, j'avais retrouvé du travail et on ne m'avait pas dit pourquoi je devais y aller là-bas en détention. Du coup, on m'a donné un rendez-vous à la gendarmerie. Là-bas, on m'a dit, vous rentrez tout de suite. Et j'ai perdu mon travail. J'ai pas pu avertir mes enfants ni mon mari. Du coup, par la porte de derrière, on m'a mis dans une camionnette et je suis partie. Vous saviez ce qui vous attendait quand vous faisiez des faux chèques? Je ne pensais pas que ça allait avoir une détention. Donc ce roman, on peut appeler ça un roman, dans quel but vous l'avez écrit? En fait, quand tu es arrivant, tu reçois un bic et un bloc-notes. Et j'avais besoin d'écrire mon ressenti au jour le jour, ce que je voyais, les incongruités de la vie carcérale, les choses hallucinantes que j'y voyais. Vous avez passé combien de temps en prison? 3 mois. 3 mois? Pour moi, c'était un an. Quelles sont à peu près les journées que vous passiez là-bas? Au départ, c'est morne et très triste. Tu prends ta douche, tu t'habilles, tu t'ennuies, tu fais rien. Et à partir du moment où tu fais tout ton mieux, tu montres que tu veux suivre des cours ou quoi. J'ai eu droit
à pouvoir travailler en tant qu'auxiliétage. Donc j'avais un but de me lever le matin, nettoyer les couloirs, sortir les poubelles, donner à manger aux détenus. Donc j'avais un but au moins dans la journée. Comment êtes-vous venu cette idée de d'écrire? Pour qui d'ailleurs vous avez écrit ça? Pour mes enfants, savoir qu'est-ce qu'on vivait vraiment là-bas. Et comme tous les mercredis j'avais droit au parloir, je voulais raconter ce que je voyais. Vous avez combien d'enfants? 5 enfants. 5 enfants. Donc c'était un but quand même, si on revient un peu sur ces faux chèques, c'était dans le but d'aider votre famille. Oui, pour les nourrir. Et j'avais peur que mes enfants soient confiés à la DAS ou quoi que ce soit. Si j'avais pu être capable de les nourrir. Mon mari est devenu obèse, il avait une obésité morbide, il est tombé très malade. Du coup, j'avais un 6e enfant à la maison. Alors comment ça se passait à peu près, tout votre durée que vous avez passé là-bas en prison? Rappelez-nous un peu, donc par exemple une journée quoi. Une journée, on se lève, en tant que j'ai pu travailler, donc je sortais les poubelles, je nettoyais les couloirs. Après, on avait droit à des cours, on faisait de la gymnastique. Et ce qu'il fallait surtout, c'est trouver une activité. Sinon, tu deviens cinglé entre les 4 murs. Et vous avez commencé à écrire quand? Tous les jours. Dès que j'ai eu ce kit du crayon et du bloc-notes, j'avais besoin de... Parce qu'en fait, j'étais brimée au départ, parce qu'en tant qu'arrivante, tu n'as droit à rien, tu n'as pas de sous, tu n'as rien. Et on a droit à une télévision. Mais il n'y avait pas de piles. Du coup, justement, je réclamais des piles. Et à chaque fois, on me disait, ils vont arriver, tu n'as pas droit, tu dois les cantiner. Et si tu n'as pas d'argent de mandat pour les cantiner, tu fais comment? Donc c'était très frustrant. À chaque fois, je mettais un panneau pour avoir une discussion avec une surveillante qui me claquait la porte au nez. Donc toutes ces petites choses m'ont fait que j'ai voulu les écrire. Parce que là-bas, quand tu as une demande à faire, c'est tout par courrier, par petit papier dans une boîte aux lettres spéciale. Les premières lignes donc, de ce roman se sont faites en prison. Oui, j'y explique du départ dans la camionnette comment ils m'ont installé dans cette camionnette, comment ils m'ont complètement dénigré, j'étais absente. Ils m'ont jeté là-bas comme une moins que rien et je n'avais pas pris compte de ma personne. J'étais invisible. Vous avez été aidé par un avocat? Oui, mais ce que je dis, c'était pas évident parce que j'avais pas les moyens d'en avoir un payant. Donc j'ai eu un commis d'office et ça n'a pas été très facile. Parce que à partir du moment où tu sais te payer un bon avocat, tu as plus de chances d'y sortir plus vite. Vous avez fait 3 mois? Oui. 3 mois donc où vous avez réfléchi quand même? Ben oui, bien sûr, je ne ferai plus tout ça. Et vous vous donnez des torts? Comment? Vous vous donnez des torts? Oui, bien sûr, je m'en veux parce que du coup, on m'a volé mon rôle de mère, j'ai pu voir mes enfants, je les ai punis aussi quelque part. Et si vous deviez... Alors maintenant, vous avez un travail. Oui, j'ai retrouvé du travail. Donc vous avez retrouvé une vie normale avec vos enfants, votre mari? Voilà, tout à fait. Vous avez un logement? Oui. Et... J'ai pu passer mon permis de conduire aussi. D'accord. Donc comment vous envisagez la vie maintenant? Ah ben, plus positive, hein. Les soucis judiciaires sont derrière moi. J'ai pu écrire une suite à mon livre, être un petit peu reconnue, participer à des salons et changer de toute autre vie. Votre présence aujourd'hui au Salon du Livre à Bondu? Oui, tout à fait. C'est pour la sortie de mon second livre, De l'ombre à la lumière. Et j'explique justement que j'ai eu la chance que mon premier livre a été primé et j'ai été reconnue en tant qu'auteur et plus comme une détenue et un numéro d'écrou. Parce que là-bas en détention, on te reconnaît comme numéro d'écrou. On ne t'appelle pas par ton nom, c'est ton numéro d'écrou. Donc pour vous, cette histoire malheureuse a une bonne fin? Oui, quelque part, oui. On retrouve donc ce premier livre et qu'il y aura une suite. Voilà, tout à fait. Elle est sortie hier, le 9 mars, De l'ombre à la lumière. Eh bien, merci. Que peut-on conseiller aux femmes, à l'ensemble du public, de lire ce roman? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir des avis positifs et les personnes arrivantes en détention, elles prennent mon livre en tant que livre de chevet pour se sentir moins seules. Et j'ai réussi ce travail-là, de se dire, là-bas, tu n'es pas seule. C'était ça aussi mon but. On trouve ce livre dans les librairies? Oui, à la FNAC, sur Amazon, sur Edil. Eh bien, nous pouvons que vous souhaiter un bon, on ne va pas dire établissement, mais une nouvelle vie avec ce roman qui va vous permettre de faire comprendre que, dans le fond, il ne faut pas faire de bêtises. Tout à fait. Merci beaucoup.
vous avez quelques mots à dire au sujet de cette suspension? Alors je n'ai pas trop le droit de m'exprimer là-dessus parce que ma commission de discipline n'a pas encore eu lieu et donc je suis tenu au point de réserve. Mais donc voilà, je ne peux pas en dire plus malheureusement. Mais on découvre beaucoup de choses dans ce livre? Je savais que ça allait faire polémique, je ne savais pas que ça allait être à ce point-là. Je parle de ces professeurs qui rabaissent les élèves, qui harcèlent les élèves, qui font du mal aux élèves. C'est certes une minorité, mais il faut en parler parce que moi je l'ai vécu. Et je ne pensais pas faire autant de mal que ça à mes chers collègues adorés. Surtout que je ne parle pas du collège dedans. Donc, Et dans le fond du cœur, qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Dans le fond de votre cœur, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très content d'avoir fait ce livre et je pense qu'il devrait y avoir plus de sanctions face aux professeurs qui font du mal aux enfants. Merci beaucoup. Merci à vous. Les rend fous, maintenant l'autre rend définitivement fou. Est-ce que ça veut dire que les choses ont empiré entre-temps? Bon, ça ne s'est pas vraiment amélioré parce qu'entre-temps, il y a eu les phénomènes de privatisation et donc l'explosion des médias avec tout ce que ça veut dire en termes de concurrence et autres. Ce qui fait qu'effectivement, parfois, il arrive à certaines rédactions de faire un petit peu n'importe quoi pour le plaisir de mettre dans la bordure son concurrent. Alors, vous faites mourir pas mal de gens. Bon, le livre s'ouvre par la mort d'une personne qui est invitée ici cet après-midi, donc on a la confirmation qui n'est pas mort puisque c'est Christophe Barbier. Pourquoi est-ce que, puis alors il y en a d'autres qui meurent, il y a Alain Duhamel, il y a Pierre Cabar. Pourquoi est-ce que vous vous amusez à tuer comme ça tous vos anciens confrères en quelque sorte? J'ai fait un livre, j'ai écrit beaucoup de conneries dans un livre. J'ai fait un livre précédemment qui traitait de l'enquête sur mon assassinat. J'imaginais mon assassinat parce qu'il y avait beaucoup de gens qui le souhaitaient. Et dans le bouquin, je raconte mon enterrement. Donc j'ai un rapport avec la mort très proche. Et non, c'est marrant. Le bouquin est une farce. C'est vrai que c'est assez amusant. Enfin, moi, je me suis bien amusé en l'écrivant, d'imaginer l'enterrement, les obsèques de toutes ces éminentes personnalités, avec ceux qui s'y précipitent, ceux qui boudent, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Oui, justement, c'est pour ça que vous les faites tuer, pour raconter leur enterrement, pour montrer, dire qui est là, qui n'est pas là, qui s'est excusé, comment il s'est excusé. C'est des petits contes. Non, mais c'est la petite comédie mondaine parisienne, quoi. C'est vrai que c'est un délire, hein, c'est une farce. Oui, c'est annoncé comme étant une farce, et donc au moins le plaisir de l'écriture, c'est de se laisser aller et d'y aller. C'est ce que je disais au début, c'est qu'effectivement, je pense que de son point de vue-là, la télévision s'est dégradée parce qu'il y a une telle concurrence, et justement maintenant entre des chaînes info qui moulinent 24 heures sur 24, et que donc quand il se passe le moindre événement, on est dans la surenchère perpétuelle, quitte à quelquefois faire n'importe quoi pour encore une fois donner l'impression aux téléspectateurs qu'on est mieux informé que le concurrent, et ce qui n'est pas toujours vrai, et qui amène à quelquefois des dérapages très sévères par 40 personnes. Et donc moi, ce qui ma marque de fabrique, c'est plutôt la déconne, et j'avais envie d'écrire un bouquin justement un peu style phare, parce que je pense qu'on peut sans doute faire passer plus de choses sur le ton de l'humour qu'en assénant une espèce de cours de sciences politiques qui, encore une fois, ne serait lu que par des gens passionnés et qui sont déjà persuadés de ce que je raconte, parce que c'est quelqu'un de bien. Non, mais à partir du moment où on déglingue un peu les gens, il faut accepter et de se mettre soi-même en jeu, parce que franchement, sinon, ça donne une impression très désagréable de quelqu'un qui distribue les bons et les mauvais points. Et moi, les mauvais points, je me les attribue aussi, parce qu'encore une fois, pour revenir sur un sujet sérieux, j'étais à l'antenne au moment des attentats du RER à Paris en juillet 95, et on a fait beaucoup, on a dit beaucoup de bêtises à l'antenne, quoi. Donc, de même, j'étais de service le jour de la mort de Diana, et pareil, on a fait des journaux qui ressemblaient à rien, quoi. Donc, je suis le premier à me donner des verges pour me faire battre. Est-ce que le Maroc reste toujours quelque chose de très présent en vous? Je suis né au Maroc parce que mon père et ma mère étaient au Maroc. Il a fait un journal là-bas. Moi, je suis né là-bas, donc je suis resté à l'école, à la petite école. Et puis à l'époque, pour détecter la tuberculose, on vous faisait une entaille sur l'avant-bras. Et si ça se passait mal, on vous envoyait à la montagne. Ce qui s'est passé, donc quand ils avaient un doute, ils envoyaient à la montagne. Je me suis retrouvé à Ifrane, qui était à 1850 mètres d'altitude, et j'allais à l'école à ski. Alors ça, pour moi, c'était normal, pas de problème, mais quand je suis rentré en France,
Et mes copains me disaient qu'est-ce que tu fais comme sport toi? Moi je disais le ski au Maroc. Personne ne voulait me dire aux élèves qu'on ne va pas réussir. Ce qui compte, c'est l'envie. À partir du moment où vous avez l'envie de quelque chose, l'envie pour moi c'est. J'ai dans ma voiture en permanence, vous savez, il y a des fois on part le matin au travail, puis pour 1000 raisons, on n'a pas tellement la pêche. Alors j'ai la chanson que chante Johnny Hallyday, l'envie. Parce que vous l'écoutez une fois, très fort dans votre manuel en partant au boulot, ça vous change la vie. Mais vous écrivez, vous symbolisez un peu la mer à la télévision, mais c'était pas votre chemin évident, d'autant plus que la première fois vous avez le mal de mer, donc... Alors, la première fois, c'est parce qu'il est arrivé une demande de tournage. C'est un équipage qui partait dans la première course autour du monde. Il partait avec un bateau qui s'appelait 33 Explorer et qui cherchait un caméraman pour garder une trace de cette course. Et il fallait être caméraman et célibataire. Pourquoi célibataire? Parce que les organisateurs étaient anglais et que sur le plan assurance, ils font très attention. Et j'étais au planning ce jour-là, j'étais le seul caméraman et célibataire. Et j'ai dit, mais je vais être malade. Mais non, tu verras, ça passe. Bon, on m'a dit, vas-y, tu verras, c'est vachement bien. Et comment ça s'est passé? Le rédacteur en chef ne peut pas assister à toutes les conférences. Donc il délègue au rédacteur en chef adjoint, que j'étais. Il délègue, moi j'allais aux réunions de programme cette fois-ci, pour représenter l'information. Si on me demandait quelque chose, je disais à sa place. Seulement j'avais compris qu'il faisait une petite émission de 26 minutes qui changeait de couleur toutes les semaines. Et j'ai proposé, j'ai donné mon livre avec un projet marqué Thalassa, le magazine de la mer, et je l'ai donné, c'est mon père qui a trouvé cette idée, puisque tous les scientifiques de l'époque déjà disaient notre seule planche de salut sera la mer.